moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un peu une réflexion sur la traduction et la non-traduction liée donc, à ce projet de recherche que j'ai fait avec Christina Korak. C'est à vrai dire Christina Korak est la chercheuse principale dans ce projet. C'est elle qui a fait le plus de recherches sur place. Moi, j'ai pu aller aussi une fois dans le territoire des Baorani, de la communauté, de la nation autochtone avec laquelle on travaille, mais elle a pu y passer une fois. Elle a déjà fait son doctorat avec eux, donc il y a pu passer un an. Et puis après, pour ce projet, elle a passé plusieurs fois, plusieurs mois en Équateur. Et là, à vrai dire, elle repart là, juste maintenant, pour l'Autriche de nouveau, où elle vient juste de faire une partie de recherche qui est en dehors de ce projet-là, mais duquel je vais quand même parler aujourd'hui aussi, parce que c'est, je dirais, l'aspect création du projet qui est en train de se former, sur lequel on travaille. On essaie aussi d'avoir les aspects du financement dans ce contexte-là. Peut-être un mot encore aussi sur mon positionnement. Je suis un homme blanc venant d'Europe qui travaille dans ce cas-là, avec une communauté autochtone. Donc j'ai une position un petit peu difficile dans tout ça. Notre but dans ce projet de recherche, par contre, c'était surtout de comprendre comment la traduction missionnaire, elle avait un impact sur les cosmovisés autochtones. Donc, c'était une perspective qui essayait de comprendre les effets que, à vrai dire, la traduction, mais aussi les contacts missionnaires avaient sur, et ont toujours, sur les communautés autochtones. Et en formant ces liens-là, on a essayé aussi après de toujours demander aux personnes avec lesquelles on faisait des entretiens, etc., ce que eux, à vrai dire, les intéressait. Qu'est-ce que eux, ils aimeraient bien que la recherche fasse avec eux, dans quel genre de coopération les intéresserait. Et c'est avec ça que donc le projet duquel je vais parler aujourd'hui un petit peu aussi a été développé, ce qui a résulté là juste les dernières semaines dans la création d'un balado collaboratif qui a été fait par des femmes à Vaorani. Je vais parler de la communauté de Muslim, qui ont été donc formées aussi pour faire ce travail. Nos contacts avec les communautés sont toujours passés à travers des organisations de femmes, dont surtout la Amway, qui est une des associations des femmes du Waorani de l'Amazonie équatorienne, parce que nous ne voulions pas passer par des liens officiels comme des écoles, par exemple, des représentants politiques qui sont d'habitude imposés ou positionnés par l'État dans ces régions. Un des aspects que je trouvais toujours important là, en préparant tout ça, c'était la différence entre les pratiques de traduction, donc le processus de traduire en tant qu'aspect de création, et d'un autre côté, le produit, la création, si on veut, la danse, en étant après le produit qu'on peut observer, qu'on peut voir, qu'on peut faire, peut-être aussi faire la performance, après peut-être aussi c'est une œuvre d'art, chose qu'on peut vraiment toucher, ou un texte, une traduction. Mais aussi ce processus, et je pense qu'il y a donc ces deux aspects-là. Et donc dans l'aspect du processus, on peut se demander un petit peu comment la création de savoir à travers des pratiques de traduction est liée à des questions méthodologiques, car la traduction est toujours une pratique épistémique. Je pense que c'est un petit peu ce que vous avez aussi présenté dans votre expérience de traduire ce livre, où vous avez créé de nouveaux éléments épistémiques, à vrai dire, tout au long de ce travail, et aussi négocier tout ça. Et puis après, donc, les produits qui peuvent faire vraiment des manifestations de ces créations. Et là, je ne suis pas sûr si nous, on y va vraiment déjà avec la traduction dans notre projet. Donc, peut-être quelques mots sur les Waorani, pour les placer aussi, on est là en Équateur. C'est une nation autochtone qui est parmi les plus récemment contactées en Équateur. Le nom Waorani, lui, provient du terme Wao, qui signifie peuple dans la langue Wao-Terero, qui est la langue autochtone. Et des petits groupes familiaux vivent encore en isolation par la forêt amazonienne équatoriale, qui vivent donc sans contact direct avec la société coloniale. Les Waorani furent contactés tout d'abord par des ouvriers surtout d'entreprises pétrolières
car dans les années 1930, Shell avait identifié des champs pétroliers dans le territoire des Waorani. Les premières rencontres avec les communautés autochtones ne furent pas couronnées de succès pour les entreprises pétrolières. Les travailleurs ne rentrèrent jamais chez eux. Donc c'est assez clair ce qui s'est passé. Mais c'est donc par le biais de l'évangélisation qu'un accès au territoire est rendu possible. Et c'est aussi un lien que les Waorani font directement eux-mêmes, aussi dans les représentations politiques qui ont lieu aussi quand ils travaillent, quand il y a des aspects juridiques. Et c'est à partir de 1958 que le Summer Institute of Linguistics, c'est un bras qui se présente comme le bras scientifique et humanitaire des sociétés bibliques évangélicales des États-Unis, s'installe dans le territoire et, avec l'aide de la traduction, essaye de transformer les cosmovisions, donc les façons de comprendre et agir dans le monde de ce groupe-là. Vous voyez ici, par exemple, en noir et blanc, Rachel Saint, qui fait partie de ce groupe-là, qui essaye d'enseigner Dayuma en tant qu'interprète dans ce cas-là, qui est une jeune femme autochtone qui avait rejoint le groupe très très tôt. En ce moment, il y a une population d'environ 4500 personnes des Waorani. Ici, juste pour vous donner une autre impression de notre travail, vous pouvez voir Manuela Omarima, qui était notre interprète aussi, ou mon interprète dans ce cas, dans le territoire, donc entre l'espagnol et le Baoterero, que nous avions invité à Graz pour présenter aussi sa vue des choses. Là, elle essaie de présenter le territoire, de présenter où il y a eu quand même des contacts avec les personnes qui vivent en isolement, souvent meurtrières, mais aussi où les entreprises pétrolières essayent encore de prendre contrôle du territoire. Elle, bien sûr, a aussi été interprétée dans ce cas-là de l'espagnol vers l'allemand par une collègue. J'ai trois éléments que je vois, trois formes de recherche-création que j'aimerais bien, dont j'aimerais bien parler là pendant les quelques minutes que j'ai. L'une, c'est un petit peu, c'est pas de la recherche que nous avons faite, mais d'essayer de comprendre si ce que le Summer Institute of Linguistics faisait, donc la traduction de la Bible, si ça peut pas aussi être compris en tant que forme de traduction-création avec un effet plutôt destructif. Souvent, là, je pense, image de la traduction à création comme quelque chose de très positif. Et puis, je pense, à vrai dire, c'est pas nécessairement le cas. Et puis, après, donc, l'aspect méthodologique, les pratiques de traduction et non-traduction, plutôt interprétation dans le cas, parce que c'est plus à l'oral, dans notre processus de recherche, donc comment est-ce que nous, on le fait. Et finalement, cette dernière partie de notre projet, où là maintenant un balado a été créé, où des histoires, l'histoire aussi des Waorani est recréée, oui, est créée par des femmes. Donc, pour revenir à l'histoire, peut-être un petit peu, la traduction joue un rôle important dès le début pour les recherches du Summer Institute of Linguistics, et donc la création d'une Bible en Baoterero. Car pour contacter ce qu'ils appelaient les Auca, les sauvages, et ils parlaient toujours de sauvages quand ils écrivaient sur les Waorani, l'apprentissage de la langue était très important. Il commençait par, donc ici, une jeune Bao Dayuma qui, elle, avait rejoint les missionnaires très très tôt parce que s'était enfui de sa famille. Et Dayuma est après décrite comme une collaboratrice loyale et infatigable de Rachel Saint, une linguiste et missionnaire chrétienne. Et Dayuma a joué un rôle indispensable dans le travail de civilisation mené par le Sikh. Sikh, bien sûr, toujours la façon dont le Sikh présente les choses. La traduction vers le Baoterero joue un rôle constitutif dès le début parce que ce sont avec des haut-parleurs que vous pouvez voir là, qui sont fixés à de petits avions qu'il était possible de communiquer avec les Aucas sauvages dans leur langue, le Baoterero. Et c'est donc comme ça qu'on pouvait les localiser et leur transmettre par la voie du ciel ou à ligne. Donc ils essayaient de prendre contact par des avions
en parlant au Vaoterero, ce qu'ils avaient demandé à Dayuma de. Donc nous avons ici déjà, je dirais, une première création dans la forme dont la traduction a été utilisée par le Samuel Institute of Linguistics. Il est important de se rappeler que le Samuel Institute of Linguistics se présente pas en tant qu'institution missionnaire, mais en tant qu'institution scientifique, philanthropique, qui collabore avec des ministères en Équateur, ainsi qu'avec des universités d'Oklahoma, de Washington, du Dakota du Nord, tout en menant des travaux similaires de mission dans 18 pays, cela en 1968, dans les informations qu'ils donnent eux-mêmes dans les archives qu'on a trouvées, dans les documents qu'on a trouvés de la part du site. Le SIL souligne ne s'intéressait pas uniquement à la linguistique descriptive, ce qui est donc leur but théorique, scientifique, mais qu'il entreprendra également un programme d'éducation générale, patriotique et morale auprès des communautés qu'elle contacte. Donc, la recherche qu'il mène de forme linguistique est toujours censée créer après la base pour pouvoir traduire toutes sortes de documents, d'aspects, de savoir, de formes de vivre, pour influencer la culture. C'est quelque chose qu'on peut retrouver après quand il crée des réserves ou des protectorats, comme il l'appelle, où la traduction est aussi importante pour expliquer toutes sortes de nouveaux comportements. Donc, d'apprendre la lecture, de leur faire comprendre comment s'habiller, de leur apprendre saluer le drapeau équatorien et bien sûr aussi lire des textes religieux, lire la Bible nouvellement traduite, après aussi vers le Vaoterero. Des formes de traduction qu'on peut souvent appeler très participatives, et essayer de comprendre d'abord la culture pour après traduire de façon à ce que les communautés puissent associer des savoirs locaux, des expériences locaux aux histoires christianisées. Donc, on a ici une façon de la traduction qui est très importante pour les missionnaires dans ce contexte-là. Le but de transformer la façon de comprendre le monde et d'y agir, ce qu'on appelle souvent la cosmovision par le biais de la traduction, est inscrit dans le fonctionnement et communiqué aussi clairement aux sympathisants du SIL. Je ne vais pas vous lire tout ça, mais il est très clair que le SIL a pour but de changer vraiment la façon dont les communautés autochtones pensent et d'influencer la façon de vivre parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui aura la possibilité de les apporter vers Dieu. Et que la traduction est toujours un enjeu donc de recherche important. Et en fin de compte, je dirais qu'il s'agit d'une forme de recherche-création, la recherche linguistique sur le langage, la recherche pseudo-anthropologique peut-être pour connaître les mœurs, les croyances, les tabous, les sites sacrés, sert après à créer une traduction créative ou dynamique, pour utiliser les mots de Eugene Nida, de la Bible en tant qu'outil, en tant qu'un outil qui est pas censé aider l'autodétermination de ces peuples-là, mais de les contrôler et de plus ou moins après ça mène à une sorte d'épistémicide et d'évangélisation totale. Ils n'ont bien sûr pas réussi complètement, mais on peut peut-être le voir quand même. Donc, je dirais, pour conclure cette première partie, nous avons des pratiques assez collaboratives, mais très intrusives, destructives, multi-captivantes. Ils essayent de captiver les personnes sur beaucoup de niveaux. Ici, on les voit on voit donc une représentation faite par le SIL aussi, où il y a un ogre sauvage qui est en train de lire la Bible. Donc, ça, c'était un petit peu notre point de départ. Et on se demandait quand même si on pouvait pas peut-être aussi utiliser la traduction d'une autre façon dans les contacts. En même temps, nos contacts sont aussi quand même des contacts en tant que chercheurs. Donc, comme notre idée, c'était pas d'entrer et de dire, bon, ce qu'ils vous ont raconté, c'est faux,
parce que de toute façon, une partie des communautés sont plus ou moins cristallisées, d'autres ne le sont pas. C'est pas à nous d'essayer d'influencer ça, mais en même temps, on avait l'impression d'avoir toujours un contrôle épistémique très fort sur tous les résultats qu'on tire des contacts, des entretiens, etc. Pour nous, la traduction et l'interprétation sont surtout des enjeux méthodologiques dans ce contexte-là. Et donc, il y a peut-être deux significations. Tout d'abord, nous avons décidé de donner le plus possible de pouvoir épistémique à nos traductrices et interprètes pendant la recherche de terrain, ce qui veut dire que vous voyez ici de nouveau tout devant Manuela Omarima pendant une situation d'entretien, et on lui a dit, on lui a laissé le choix de traduire ou non des réponses aux questions que nous avons posées, nous en espagnol, et puis après ça a été traduit en Conva au Terrero pour que les anciens qui, eux, ne parlent pas encore l'espagnol puissent y répondre. Et on a essayé de ne pas mettre de pression du tout pour lui redemander de le retraduire plus tard ou quelque chose de ce genre. On lui dit, bon, non, elle décidera si ça lui va dans cette situation-là ou pas. Donc, avec ça, on a essayé d'avoir déjà cette premier aspect de contrôle épistémique de la part des communautés autochtones. Et donc, je dirais que ici, donc cet aspect de recherche-création est dans cette ambivalence de pouvoir savoir ce qui nous a été apporté ou pas seulement à travers l'interprète. Le deuxième aspect, peut-être qu'on peut retrouver, c'est que les enregistrements que nous on a faits sont plus ou moins après un corpus bilingue en espagnol et en Baoterero, qui à l'avenir peuvent être utilisés par les Baorani s'ils le veulent. On est encore en train de travailler pour trouver des façons à ce qu'ils puissent vraiment y accéder à long terme. Mais c'est là aussi un aspect qui est important parce que nous, on va dire, on ne peut pas accéder à tout. Parce que Christine, elle parle en quelques mots de Baoterero, c'est une langue qui n'est pas facile à apprendre, mais nous, on ne peut pas écouter les textes en Baoterero et nous créer nos propres traductions. Donc ici, il y a aussi peut-être une création à travers la non-traduction qui existe, qui peut être explorée par l'avenir. Troisième aspect, c'était donc la création de ce balado. On a donc demandé aux femmes, aux personnes qu'on on a fait des entretiens, ce qu'ils aimeraient bien qu'on fasse. Et puis ils ont dit, oui, bon, ils aimeraient bien avoir des histoires, ou des vieilles histoires qui ont été toujours racontées pendant leur enfance, qu'elles soient enregistrées d'une certaine façon pour les générations à venir en Baoterero. Il y a pas mal de livres d'enfants, etc., qui ont été traduits aussi en espagnol, etc. Mais ça n'existait pas trop. Et donc, ce que Christina Koch, elle a fait après, c'est elle a organisé un petit peu de financement et est retournée dans le territoire où elle a organisé plusieurs ateliers avec des femmes qui, elles, ont décidé sur le thème. Le thème, c'est Awe, l'arbre. Donc, c'était des histoires sur l'arbre, sur des arbres importants dans le territoire. Elle a fait des ateliers où elle a expliqué comment utiliser la technologie, donc les appareils d'enregistrement, etc. Et les femmes ont donc après continué tout ce travail. Tout ça s'est fait en coopération avec une radio libre et avec des groupes activistes. Donc, vous pouvez voir ici déjà le premier résultat, le nom du balado qui est Mimo, qui veut dire cœur. Et un premier épisode vient juste d'être créé, il n'est pas encore en ligne, mais le sera bientôt, sur l'arbre, avec donc des histoires sur d'importants arbres dans le territoire organique qui ont été demandés à différents anciens. Et en échange, ce qui a été fait, et ici nous avons peut-être cette double traduction de l'histoire. Christine, elle a emmené des documents, des photos
que nous avons trouvés dans des publications, dans des archives, etc., de la vie des Waorani au début de leur contact. Donc, ils ont été confrontés avec ça en même temps, et puis après, ils ont raconté leurs histoires qui pourraient encore se mémoriser. Nous avons ici peut-être une certaine circularité dans la traduction de l'histoire qui est mise en place au sein de ce projet. Je vais prendre d'autres photos ici. Vous pouvez voir les femmes donc, qui sont en train de réécouter les textes. Et puis vous pouvez aussi voir que pas seulement les histoires ont été enregistrées, mais aussi les sons de la selva, de la forêt amazonienne. Donc ils ont aussi commencé à enregistrer d'autres aspects qui sont tout autour d'eux ou d'elles dans ces contextes. Et pour l'instant, le balado n'a pas été traduit, il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas non plus de version écrite en Baoterero. L'écriture Baoterero, d'ailleurs, a été créée par le CIL, donc, et à vrai dire, un effet du contact missionnaire. Mais ça, ils aimeraient bien l'écrire, ils aimeraient bien avoir une transcription. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas avoir de traduction en fait. Parce qu'ils disent qu'ils veulent avoir des ressources qui sont seulement faites dans leur langue. Ce qui voulait dire, bien sûr, aussi pour l'aspect technique de la chose, que c'est les femmes elles-mêmes qui ont décidé comment couper certains aspects parce il y avait pas autrement Christina ne pouvait pas aider directement à décider dans ce cas. Donc, il y avait beaucoup d'aspects d'apprentissage aussi qui a pu se faire dans ce contexte-là. Donc, oui, je dirais notre réflexion sur la traduction a abouti à reconnaître que la non-traduction était des fois aussi important pour la recherche-création que la traduction, même si c'est peut-être des contextes où la traduction semble logique pour nous, pour la circulation des idées. Et la deuxième, peut-être, pour revenir à l'aspect historique, que la recherche-création n'aboutit pas toujours à quelque chose de positif ou progressif, mais que ça peut en même temps aussi être destructif d'une façon ou d'une autre. Merci beaucoup.